12 femmes les plus influentes de l'histoire. Femme, si l'âme de la nation doit être sauvée, je crois que vous devez sans doute devenir son âme. Coretta Scott King. L'histoire a connu des femmes très intelligentes, puissantes, influentes et inspirantes qui ont ouvert la voie et défendu les droits des femmes et l'égalité, qu'elles soient inventrices, scientifiques, dirigeantes, politiciennes ou même véritables reines ou princesses. Explorez dans cette vidéo, les femmes les plus influentes de l'histoire et la manière dont cette influence s'est manifestée. Maya Angelou, 1928 à 2014. Née Marguerite Annie Johnson, Maya Angelou est une mémorialiste américaine, une écrivaine de renom et une militante des droits civiques. Elle est connue pour ses autobiographies et ses livres, souvent mentionnés dans des pièces de théâtre, de films et d'émissions télévisées depuis plus de 50 ans. Angelou a reçu plus de 50 diplômes honorifiques et des dizaines de prix parce qu'elle a inspiré les gens par la splendeur de ses mots. Son œuvre la plus célèbre est « In a Way the Caged Bird Sing », Je sais pourquoi l'oiseau en cage chante, une autobiographie relatant les expériences de son enfance, au cours de laquelle elle a été violée par le petit ami de sa mère à l'âge de 7 ans. En raison du mariage chaotique de ses parents et du divorce qui s'en est suivi, Angelou a vécu avec sa grand-mère dès son plus jeune âge. De retour chez sa mère pour une courte période à l'âge de 7 ans, Angelou a été violée par le petit ami de sa mère. Cette œuvre sur son enfance lui a valu les éloges de la critique, la reconnaissance et une nomination au National Book Award en raison de l'histoire qu'elle raconte. Le besoin de résilience face à la discrimination et la façon dont la force de caractère et l'amour de la littérature peuvent aider à surmonter le racisme et les traumatismes. Tout mon travail, ma vie, le moindre de mes actes vise à la survie, non pas à la survie simple, affreuse et laborieuse, mais à la survie avec grâce et foi. Même si l'on peut rencontrer de nombreuses défaites, on ne doit pas s'avouer vaincu. Maya Angelou. Réputée pour ses poèmes dont les interprétations transcendent toutes les cultures, elle était adulée en raison de ses écrits qui inspiraient les gens d'une manière ou d'une autre. L'appel à la résilience lancé par Angelou inspire l'espoir et de nombreuses grandes femmes ont pris son message à cœur, surmontant les difficultés et les obstacles pour être en mesure de diriger et de rendre le monde meilleur. Nous sommes inspirés à suivre son exemple. Angelou a reçu de nombreuses distinctions, notamment la médaille Spingarn, décernée en 1994 par la National Association of the Advancement of Colored People, NACAC, pour ses réalisations exceptionnelles en tant qu'afro-américaine. La National Medal of Art en 2000 qui est une prestigieuse récompense américaine et la plus haute distinction accordée aux artistes et aux mécènes par le gouvernement des États-Unis. La médaille présidentielle de la liberté en 2011. Une récompense décernée par le président des États-Unis pour reconnaître les personnes qui ont apporté une contribution significative à la sécurité, à la paix mondiale, à la culture ou à d'autres activités aux États-Unis. Célèbre pour ses œuvres littéraires, Angelou a été et reste l'une des femmes les plus influentes de son époque. Mary Wollstonecraft, 1759 à 1797. Principalement connue pour sa publication de 1792 intitulée « A Vindication of the Rights of Women », Mary Wollstonecraft était une écrivaine, philosophe et précurseur britannique des droits de la femme dans les années 1700. Wollstonecraft a réussi à comprendre le monde dans lequel elle vivait avec le peu d'éducation auquel elle avait accès et a ensuite rédigé ses propres textes. Son ouvrage de 1792 est un classique du féminisme, considéré comme l'œuvre la plus ancienne et la plus importante en faveur de l'égalité des femmes. Cet ouvrage est en fait une réfutation des idées avancées par Edmund Burke dans ses « Réflexions sur la Révolution en France » 1790, où Burke défendait l'inégalité sociale et culturelle, ce qui était exactement le contraire de ce que défendait Wollstonecraft. Elle s'oppose aux idées de Burke en affirmant qu'il prône une stagnation sociale qui ne ferait qu'accentuer les inégalités. Tous les individus doivent bénéficier de leur liberté de naissance. L'importance de l'éducation des hommes et des femmes, car la société bénéficierait de plus grandes possibilités d'éducation pour les femmes. La société gaspille ses atouts en maintenant les femmes dans le rôle des esclaves domestiques très pratiques, et en leur refusant toute autonomie économique. L'objectif était de faire comprendre aux femmes à quel point elles étaient maltraitées dans le système d'éducation féminine. Dans les années 1700, les femmes étaient privées du droit de vote, de la propriété foncière,
de l'accès à l'université, de l'égalité des salaires, de l'accès à de nombreuses professions, et même de la possibilité de dénoncer les violences domestiques. Ces travaux ouvraient la voie à de nombreuses conversations sur le féminisme et l'égalité que nous connaissons aujourd'hui. Par son travail révolutionnaire, Mary Wollstonecraft a remis en question le patriarcat en exigeant une éducation égale pour les hommes et les femmes lorsqu'elle a déclaré : « Je ne souhaite pas qu'elles, les femmes, aient du pouvoir sur les hommes, mais sur elles-mêmes. » La signification de cette citation est que les femmes ne devraient pas avoir à s'inquiéter du pouvoir des hommes sur elles et que l'objectif n'est pas d'obtenir le pouvoir sur les hommes. L'objectif est de rendre les femmes suffisamment indépendantes pour qu'elles puissent prendre des décisions par elles-mêmes et ne pas dépendre de qui que ce soit. Plus qu'un simple auteur, elle était, et demeure, une icône. Margaret Thatcher, 1925 à 2013. Surnommée la « Dame de fer » pour sa politique intransigeante et son style de leadership, Margaret Thatcher était une femme d'État britannique qui a été Premier ministre du Royaume-Uni et dirigeante du Parti conservateur. Après des études de chimie et de droit et grâce à sa passion pour la politique, elle a été élue députée de Finchley en 1959. Margaret a été la première femme à occuper le poste de Premier ministre britannique, et elle est également celle qui est restée le plus longtemps au pouvoir au cours du XXe siècle. Comme Premier ministre, elle a mis en œuvre des politiques économiques connues sous le nom de thatchérisme. En termes simples, le thatchérisme tente de promouvoir une faible inflation, l'État et les marchés libres par le biais d'un contrôle strict de la masse monétaire, de la privatisation et de contraintes sur le mouvement ouvrier. Pendant son mandat, Thatcher a promu le monétarisme, réduit l'intervention de l'État, diminué l'impôt sur le revenu et éradiqué les syndicats. Ces mesures ont favorisé une faible inflation, le libre marché, l'esprit d'entreprise, la privatisation des entreprises publiques afin de réduire l'ingérence excessive du gouvernement, l'absence de mouvements syndicaux, ce qui a permis à l'économie britannique de prospérer. Cette politique a donc été couronnée de succès. Elle a été félicitée pour avoir renforcé les liens entre la Grande-Bretagne et l'Amérique. Thatcher a apprécié les relations transatlantiques avec le président américain Ronald Reagan et a souvent soutenu publiquement les politiques de Reagan, même lorsque d'autres alliés occidentaux sont restés neutres. Elle a ainsi autorisé des avions américains à utiliser des bases britanniques pour effectuer des raids, comme le bombardement de la Jamaïria arabe libyenne par les États-Unis en 1986. Elle a également autorisé les missiles de croisière américains et les missiles Pershing à être hébergés sur le sol britannique en réponse au déploiement par l'Union soviétique de missiles nucléaires SS-20 visant la Grande-Bretagne et d'autres pays d'Europe occidentale. Thatcher s'en est servi pour instaurer un nouveau modèle de conservatisme mondial, toujours en vigueur aujourd'hui. Les réformes de l'offre introduites par Thatcher en Angleterre ont contribué à contrôler l'inflation et à augmenter la croissance et le niveau de vie. Pour ceux qui ne le savent pas, l'économie de l'offre est une politique visant à rendre les marchés et les industries plus efficaces et plus productives grâce à des interventions gouvernementales telles que la réduction des impôts, qui augmentent l'offre de biens et de services et stimulent ainsi la croissance. C'est l'une des réussites majeures de Thatcher en faveur de l'économie britannique. Ayant reçu des titres, des awards et des honneurs pour ses travaux et ses réalisations, Margaret Thatcher a été l'une des figures politiques les plus populaires et les plus influentes du XXe siècle. Ses idées ont révolutionné l'économie mondiale et marqué des générations entières. Diana, la princesse de Galles, 1961 à 1997. Diana, princesse de Galles, était membre de la famille royale britannique en tant que première épouse du roi Charles III et mère des princes William et Harry. Son activisme et son glamour ont fait d'elle une icône internationale qui lui a valu une popularité à long terme. Diana a offert au monde de nombreux cadeaux. Une vie d'activisme, de gentillesse et son style de mode emblématique. Une amoureuse de la mode. Elle s'intéressait aux vêtements sur mesure, aux angles vifs et audacieux, aux formes inattendues, aux imprimés et aux couleurs contrastées. Diana, princesse de Galles, a laissé sa marque en promouvant de jeunes créateurs britanniques tels que Catherine Walker et Bruce Oldfield. Bien qu'il soit impossible de désigner la tenue la plus emblématique de la princesse Diana, sa robe Revenge a suscité l'admiration du monde entier. Elle a été acclamée par les médias pour son approche peu orthodoxe du travail caritatif. Ses engagements étaient centrés sur les enfants et les personnes âgées, mais elle s'est ensuite fait connaître pour son implication dans le cadre de 2 campagnes spécifiques. L'une portait sur les attitudes sociales à l'égard des séropositifs et leur acceptation, et l'autre sur l'élimination des mines terrestres, promue par la Croix-Rouge internationale. Diana a réalisé et accompli beaucoup de choses, mais dans cette vidéo, nous serons focalisés sur son implication dans l'acceptation des patients atteints du sida.
La princesse de Galles a sensibilisé l'opinion publique et préconisé des moyens d'aider les personnes atteintes du VIH/SIDA en ouvrant la première unité spécialisée dans le VIH/SIDA du Royaume-Uni à l'hôpital Middlesex de Londres, un espace qui accueillait exclusivement les patients atteints du virus. Diana a combattu la stigmatisation liée au VIH par chaque étreinte qu'elle donnait, chaque poignée de main sanglante qui contribuait à faire reculer la peur et l'hystérie associée à la maladie à l'époque. Lors d'une visite cette unité médicale, elle a déclaré: le VIH ne fait pas des gens des personnes dangereuses à connaître. Vous pouvez leur serrer la main et les prendre dans vos bras. Dieu sait qu'ils en ont besoin. De plus, vous pouvez partager leur maison, leur lieu de travail, leur terrain de jeu et leurs jouets. Ces commentaires ont marqué un déclic pour les personnes vivant avec le VIH, qui ont ainsi pu être traitées avec dignité, respect et compassion. Elle a également éduqué les gens en leur faisant comprendre que le VIH ne pouvait pas être transmis par les contacts quotidiens. Bien sûr, la stigmatisation n'a pas changé du jour au lendemain, mais son impact a été ressenti au niveau mondial. Le décès de Diana dans un accident de voiture à Paris en 1997 a entraîné un grand deuil public et l'attention des médias du monde entier. Son héritage a eu un impact profond sur la famille royale britannique, la société britannique et le monde en général. Après la mort tragique de Diana en 1997, Nelson Mandela a fait l'éloge de Diana pour ses efforts dans la lutte contre le VIH/SIDA. En s'asseyant sur le lit d'un homme atteint du VIH/SIDA et en lui tenant la main, elle a transformé l'attitude du public et amélioré les chances de vie de ces personnes. Elle a mis à profit son statut de membre de la famille royale pour lutter contre la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Diana a reçu des honneurs et des récompenses en reconnaissance de ses œuvres philanthropiques. Rosa Parks, 1913 à 2005. Plus connue pour son rôle principal dans le boycott des bus de Montgomery, Rosa Parks était une militante américaine et un leader du mouvement des droits civiques. Cette résistance au boycott des bus a déclenché l'un des plus grands mouvements sociaux de l'histoire, qui a débouché sur l'intégration des transports publics à Montgomery. Les actions de Madame Parks n'ont pas été sans conséquences. Elle a été emprisonnée pour ne pas avoir cédé son siège et a perdu son emploi pour avoir participé au boycott. Le Congrès des États-Unis lui a rendu hommage en la qualifiant de « première dame des droits civiques » et de « mère du mouvement pour la liberté ». Élevée dans la ségrégation, Rosa Parks a souvent été confrontée à la violence et discrimination raciale, ce qui l'a amenée à s'engager très tôt dans le mouvement pour les droits civiques. Elle a épousé Raymond Parks, un coiffeur local qui luttait activement pour mettre fin à l'injustice raciale. Ensemble, ils ont travaillé avec de nombreuses organisations de justice sociale. La ville de Montgomery a adopté en 1900 une ordonnance visant à séparer les passagers des bus en fonction de leur race. En vertu de cette loi, aucun passager n'était tenu de se déplacer ou de céder sa place et de rester debout si le bus était bondé et qu'il n'y avait pas d'autres sièges disponibles. Au fil du temps, les chauffeurs de bus de Montgomery ont pris l'habitude de demander aux Noirs de se déplacer lorsqu'il n'y avait pas de siège réservé aux Blancs, et c'est ce qui est arrivé à Rosa Parks le 1er décembre 1955 au centre-ville de Montgomery. Lorsqu'elle a refusé de céder son siège, elle a été arrêtée et accusée de violation de la loi sur la ségrégation du code de la ville de Montgomery et jugée le lendemain pour trouble à l'ordre public et violation d'une ordonnance locale. Le jour du procès de Parks, des dépliants ont été distribués avec la mention: nous demandons à tous les Noirs de ne pas prendre le bus lundi pour protester contre l'arrestation et le procès. Vous pouvez vous permettre de ne pas aller à l'école pendant une journée. Si vous travaillez, prenez un taxi ou marchez. Mais s'il vous plaît, enfants et adultes, ne prenez pas le bus lundi. S'il vous plaît, ne prenez pas le bus lundi. C'est ainsi que l'arrestation de Rosa Parks a déclenché le boycott des bus de Montgomery, une manifestation de masse qui a duré 13 mois et qui s'est terminée par la saisine de la Cour suprême des États-Unis par les dirigeants du boycott, qui exigeaient la fin de la ségrégation dans les bus publics de Montgomery. La Cour suprême des États-Unis a statué que la ségrégation dans les bus publics était inconstitutionnelle, faisant du boycott un succès. De nombreux éléments de l'organisation du boycott des bus de Montgomery, tels que la solidarité communautaire, la non-violence et l'intervention du gouvernement fédéral, se sont avérés être les fondements du mouvement des droits civiques des années 1960. Les travaux de Parks se sont révélés inestimables dans le cadre du mouvement des droits civiques de Détroit, car elle était un membre actif de plusieurs organisations qui œuvraient pour mettre fin à l'inégalité dans la ville. À l'âge de 92 ans, Rosa Parks est décédée de cause naturelle, laissant derrière elle un riche héritage de résistance à la discrimination raciale et à l'injustice. Harriet Tubman, 1822 à 1913.
En menant environ 13 missions de sauvetage de près de 70 personnes réduites en esclavage, elle est l'une des icônes les plus reconnues de l'histoire américaine et son héritage a inspiré d'innombrables personnes de toutes les races et de tous les milieux. Harriet Tubman était une abolitionniste américaine, une militante sociale et une femme esclave qui s'est échappée et qui est devenue conductrice sur le chemin de fer souterrain. Elle était également infirmière, espionne de l'Union et partisane du droit de vote des femmes. Harriet Tubman est née vers 1820 dans une plantation, de parents et de membres de sa famille réduits en esclavage. En 1849, Harriet et ses frères s'échappent de leur plantation du Maryland grâce au chemin de fer clandestin. Au cours des 10 années suivantes, Harriet se lie d'amitié avec d'autres abolitionnistes comme Frederick Douglass, Thomas Garrett et Martha Coffin Wright, et crée son propre réseau de chemin de fer clandestin. Beaucoup affirment qu'elle a émancipé 300 personnes réduites en esclavage, mais ces chiffres ont peut-être été exagérés par sa biographe Sarah Bradford, car Harriet elle-même a affirmé qu'ils étaient bien inférieurs à la réalité. Néanmoins, on pense qu'Harriet a personnellement conduit au moins 70 personnes asservies vers la liberté, y compris ses parents âgés, et qu'elle a appris à des dizaines d'autres à s'échapper par leurs propres moyens. Elle a déclaré : « Je n'ai jamais fait dérailler mon train et je n'ai jamais perdu un passager. » Elle mettait ainsi l'accent sur la fierté qu'elle éprouvait à conduire des personnes asservies vers la liberté, expliquant qu'elle n'avait jamais failli et que personne n'était mort sous sa surveillance. Le 10 mars 1913, Harriet Tubman décède des suites d'une pneumonie, mais son héritage perdure. Des écoles et des musées portent son nom et son histoire a été revisitée dans des livres, des films et des documentaires. Harriet Tubman a donné son nom à un navire de la liberté de la Seconde Guerre mondiale, le SS Harriet Tubman, parce qu'elle était une abolitionniste afro-américaine et une espionne pendant la guerre de sécession, et c'était le premier navire de la liberté à porter le nom d'une afro-américaine. En 2016, le Trésor américain a annoncé que l'image d'Harriet remplacerait celle de l'ancien président et propriétaire d'esclaves Andrew Jackson sur le billet de $20. Le secrétaire au Trésor Stephen Mnuchin, qui a servi sous le régime du président Trump, a ensuite annoncé que le nouveau billet serait reporté au moins jusqu'en 2026 et, en janvier 2021, l'administration du président Biden a annoncé qu'elle accélérerait le processus de conception pour frapper les billets en l'honneur de l'héritage de Tubman. Rosalind Franklin, 1920 à 1958. Interrogée lors d'une interview sur les sujets qu'elle aime en dehors de la science, elle a répondu qu'elle ne serait pas très utile dans d'autres domaines que la science. Rosalind Franklin était une chimiste britannique réputée pour sa contribution à la découverte de la structure de l'ADN, aux côtés du duo de scientifiques Watson et Crick. Sachant très tôt qu'elle voulait devenir scientifique, Rosalind Franklin est restée concentrée tout au long de sa scolarité jusqu'à ce qu'elle soit acceptée à l'université de Cambridge pour y étudier la chimie. En 1941, la Seconde Guerre mondiale est déclarée, ce qui amène Franklin à changer de voie en chimie physique pour se consacrer à la recherche sur le carbone et le charbon au sein de l'Association britannique de recherche sur l'utilisation du charbon, British Coal Utilisation Research Association, pour l'effort de guerre. Le charbon était une source de combustible vitale pour la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale et Franklin a rapidement découvert que les pores du charbon avaient à peu près la même taille que les molécules de gaz, ce qui signifiait que le charbon pouvait être utilisé comme un tamis moléculaire pour séparer différentes molécules. Aujourd'hui, les tamis moléculaires à base de carbone sont utilisés dans de nombreux domaines, notamment pour extraire l'oxygène de l'air. Cette recherche lui a valu une thèse de doctorat et un diplôme de doctorat de Cambridge en 1945. En 1951, elle rejoint le laboratoire de biophysique du King's College de Londres en tant que chargée de recherche, où elle applique les méthodes de diffraction des rayons X qu'elle a étudiées pour étudier l'ADN. En 1953, le docteur Rosalind Franklin a découvert la structure de l'ADN et sa création de la célèbre photo 51 a démontré la structure en double hélice de l'acide désoxyribonucléique. La molécule contenant les instructions génétiques pour le développement de tous les organismes vivants. Malgré la brève carrière scientifique de Franklin, ses réalisations dans les domaines du charbon, de la chimie et de la recherche sur la structure des virus ont apporté d'excellentes contributions à la structure du carbone, de l'ADN et des virus hélicoïdaux et sphériques alors qu'elle n'avait qu'une trentaine d'années. À seulement 37 ans, elle est décédée d'un cancer de l'ovaire et n'a pas vécu assez longtemps pour voir ses travaux reconnus, car la structure de l'ADN n'avait pas été entièrement prouvée. Il a fallu à ses collègues environ 7 ans pour collecter suffisamment de données afin de prouver et d'affiner la structure de l'ADN proposée avant que les nominations, les récompenses et les prix ne commencent à affluer. C'est son rôle dans la découverte de la structure de l'ADN qui a suscité le plus d'attention de la part du public. Eleanor Roosevelt, 1884 à 1962. Reconnue pour avoir modifié la phrase
tous les hommes naissent libres et égaux, en tous les êtres humains naissent libres et égaux. Eleanor Roosevelt était une personnalité politique et une diplomate américaine qui a été porte-parole des Nations Unies et première dame des États-Unis pendant les 4 mandats de son mari, le président Franklin Roosevelt, ce qui fait d'elle la première dame des États-Unis ayant eu le plus long mandat. Née Anna Eleanor Roosevelt, la plupart des gens se demandent souvent pourquoi elle porte le même nom de famille que son mari. C'est parce qu'elle a épousé son 5e cousin, Franklin Roosevelt, en 1905. Après avoir convaincu son mari de rester en politique bien qu'il soit atteint d'une maladie paralytique, elle prononça des discours et participa à des campagnes et à des événements politiques en son nom. Tout au long de la carrière publique de Franklin, Eleanor l'a souvent remplacé en public, et encore plus lorsqu'il est devenu président et qu'elle est devenue première dame. Controversée en raison de son franc-parler et du fait qu'elle ne faisait pas les choses dans les règles, elle fut la première épouse de président à tenir des conférences de presse régulières, à écrire des quotidiens et des magazines mensuels, à animer des émissions de radio et à prendre la parole lors d'une convention nationale de parti. À quelques reprises, elle a également exprimé publiquement son désaccord avec la politique de son mari. En tant que première dame, Eleanor a plaidé en faveur d'un plus grand nombre de rôles pour les femmes dans le monde du travail, des droits civiques des Afro-Américains et des Américains d'origine asiatique, ainsi que des droits des réfugiés de la Seconde Guerre mondiale. Eleanor a revu les règles de la première dame, qui consistaient à servir d'été dans l'aile ouest de la Maison-Blanche, à montrer des objets en porcelaine et à faire des visites guidées avec des invités, pour parcourir le pays à l'improviste afin de rencontrer les citoyens, d'écouter leurs préoccupations et de leur offrir de l'aide. Appréciée et acclamée pour avoir révolutionné le rôle de la première dame, elle est restée active en politique pendant 17 ans après la mort de son mari en 1945. Eleanor a été la première présidente de la Commission des droits de l'homme et a joué un rôle déterminant dans la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Au moment de sa mort, Eleanor était considérée comme l'une des femmes les plus admirées au monde. Le New York Times l'a même qualifiée d'objet d'un respect presque universel dans sa nécrologie. En 1999, elle a été classée 9e dans le top 10 de la liste Gallup des personnes les plus admirées du XXe siècle et a été classée comme la femme la plus admirée entre 1948 et 1961. Les historiens ont souvent classé Eleanor comme la plus grande première dame. Après avoir été la première dame des États-Unis une douzaine d'années et avoir été active en politique pendant 17 ans, Eleanor était devenue la championne mondiale des droits de l'homme et était admirée pour sa sagesse, sa compassion et sa détermination. Ellen Johnson. Internationalement connue comme la « Dame de fer » de l'Afrique en raison de ses prouesses politiques, Ellen Johnson Sirleaf a été la première femme élue chef d'État en Afrique et a occupé le poste de 24e présidente du Libéria de 2006 à 2018. Elle s'est fait connaître et largement acclamée en tant que ministre adjointe des Finances sous l'administration de William Tolbert, grâce à un discours percutant prononcé devant la Chambre de commerce libérienne, dans lequel elle affirmait que les entreprises du pays nuisaient à l'économie en stockant leurs bénéfices à l'étranger. Madame Johnson a épousé James Sirleaf à l'âge de 17 ans et le couple a eu 4 fils. Avec une formation en comptabilité, en économie et en administration publique, voici un aperçu des postes qu'elle a occupés avant de devenir présidente du Libéria. Ministre des Finances, 1979 à 1980. Présidente de la Banque libérienne pour le développement et l'investissement. Vice-présidente du Bureau régional africain de la Citibank à Nairobi, Kenya. Directrice du Bureau régional pour l'Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, au rang d'administratrice adjointe et secrétaire générale adjointe. Johnson a obtenu des millions de dollars d'investissements étrangers et a créé un comité de vérité et de réconciliation pour lutter contre la corruption et se remettre de la guerre civile et de la crise Ebola qui ont duré 10 ans. En 2011, le président Johnson a été honoré du prestigieux prix Nobel de la paix pour avoir instauré un changement économique, social et politique, et pour avoir été reconnu comme un leader mondial pour l'émancipation des femmes. Elle est également récipiendaire de la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile des États-Unis pour son courage et son engagement indéfectible à améliorer la vie des Africains. Ces nombreux honneurs comprennent la Grande Croix de la Légion d'honneur, la plus haute distinction publique de la France, et le fait d'être nommée l'une des 100 femmes les plus puissantes au monde, par Forbes. Pendant son mandat de présidente, Johnson a joué un rôle important dans le nettoyage de la dette du Libéria et l'établissement d'un droit à l'éducation primaire gratuite. À sa retraite en 2017, Johnson a assuré la première transition démocratique pacifique du pouvoir du pays en 73 ans en janvier 2018 en le cédant à George Weah.
Ellen Johnson Sirleaf est une grande promotrice de la paix, de la justice et du pouvoir démocratique. Emmeline Pankhurst, 1858 à 1928. Emmeline Pankhurst était une militante politique britannique qui a organisé le mouvement des suffragettes du Royaume-Uni qui a aidé les femmes à gagner le droit de vote. Le suffrage féminin signifie essentiellement le droit des femmes de voter aux élections. Née de parents politiquement actifs, Pankhurst a été introduite au mouvement pour le suffrage des femmes à 14 ans où elle s'est impliquée dans l'activisme et a plaidé pour le suffrage pour les femmes mariées et célibataires. Pankhurst a formé le Women's Social and Political Union, l'Union sociale et politique des femmes, en 1903 pour prendre des mesures militantes lorsque sa branche locale du Parti travailliste indépendant a refusé d'admettre des femmes membres. Par la confrontation, le groupe a ciblé les partis politiques qui n'ont pas travaillé pour obtenir des votes pour les femmes avec une devise, des actes, pas des paroles. La loi sur la représentation du peuple de 1918 a accordé aux femmes de plus de 30 ans un droit de vote, ce qui était un pas vers l'objectif, mais pas assez pour que Pankhurst et les membres de son parti maintiennent l'activisme. Elle meurt malheureusement quelques semaines avant que la loi de 1928 sur la représentation du peuple, adoptée par le gouvernement conservateur, n'accorde le droit de vote à toutes les femmes de plus de 21 ans, ce qui fait de son mouvement pour le suffrage une réussite. En 1999, le magazine Time l'a désignée comme l'une des 100 personnes les plus importantes du XXe siècle, déclarant que « elle a façonné une idée des sujets pour notre époque » et que « elle a fait évoluer la société vers un nouveau modèle dont on ne pouvait plus sortir ». Cet honneur était bien mérité, car le droit de vote des femmes a entraîné l'indépendance et davantage d'opportunités d'emploi, avec des postes clés pour les femmes. Miriam Makeba, 1932 à 2008. Zanzibar Miriam Makeba, plus connue sous le nom de Mama Africa, était une chanteuse, compositrice, actrice et militante des droits civiques sud-africaines, souvent associée aux genres musicaux afro-pop et jazz. Elle a également milité contre l'apartheid en Afrique du Sud. Née d'un père Swazi et d'une mère Xhosa à Johannesburg, Makeba a été contrainte de trouver un emploi à un très jeune âge après la mort de son père. Après un mariage bref et prétendument abusif, elle a eu son premier et unique enfant en 1950, à l'âge de 17 ans, et a survécu plus tard à un cancer du sein. Grâce à son incroyable talent de chanteuse, elle a commencé à chanter professionnellement dans les années 1950, interprétant du jazz, de la musique africaine traditionnelle et de la musique occidentale populaire. En 1959, Makeba a joué dans le film anti-apartheid, Come Back, Africa, qui lui a valu une reconnaissance internationale et l'a amené à se produire à l'étranger. Elle s'installe ensuite à New York, où elle devient populaire et enregistre son premier album solo en 1960. Avec une carrière florissante aux États-Unis, elle sort plusieurs albums et chansons, dont la plus populaire est Pata Pata. En 1965, elle voit son travail acharné récompensé par un Grammy Award du meilleur enregistrement folk aux côtés de Belafonte pour leur album En Evening with Belafonte Makeba. Par la suite, Makeba a témoigné contre le système d'apartheid sud-africain aux Nations Unies et s'est beaucoup impliquée dans le mouvement des droits civiques. Dans les années 70, elle écrit et interprète plus activement des chansons critiques sur l'apartheid et, en 1990, lorsque l'apartheid est démantelé, elle retourne en Afrique du Sud. Makeba continue d'écrire, d'enregistrer et d'interpréter des chansons, puis apparaît dans un film populaire, Sarafina, en 1992. Après avoir été nommée ambassadrice de bonne volonté de la FAO par les Nations Unies en 1999, elle a fait campagne pour des causes humanitaires jusqu'à sa mort en 2008. Makeba a été l'une des premières musiciennes africaines à être reconnue dans le monde entier, car elle a fait connaître la musique africaine au monde occidental, qui la considérait souvent comme l'incarnation de l'Afrique. Elle est devenue un symbole de l'opposition au système de l'apartheid après avoir chanté et joué contre le système et, à sa mort, l'ancien président sud-africain Nelson Mandela a déclaré que « sa musique a inspiré un puissant sentiment d'espoir à chacun d'entre nous ». Ses chansons critiquaient le système de ségrégation raciale de l'apartheid en Afrique du Sud, donnant aux Sud-Africains l'espoir d'un avenir meilleur, qui s'est finalement concrétisé. Corazon Aquino, 1933 à 2009. Première femme à occuper le poste de président des Philippines, Corazon Aquino a rétabli le régime démocratique aux Philippines après la longue dictature de Ferdinand Marcos. Issue d'une famille riche et politiquement influente, Corazon Aquino est sortie major de sa promotion, mais a abandonné ses études en 1955 pour épouser Benigno Simeon Aquino Jr., un homme politique de premier plan. Son opposition farouche au président et dictateur philippin de l'époque, Ferdinand Marcos, lui a valu d'être emprisonné et finalement exilé aux États-Unis en 1980. Après son retour aux Philippines en 1983,
Benigno a été assassiné, ce qui a incité Corazon à lutter contre Marcos et à s'opposer à son gouvernement. Elle a été critiquée pour l'amateurisme de sa politique économique en tant que présidente, car son pays était frappé par la pauvreté, et elle a subi cette tentative de coup d'État, ce qui a rendu sa présidence difficile. Ce qui est admirable dans sa présidence, c'est qu'elle a réussi à rétablir la démocratie après tant d'années de régime autoritaire. Simple femme au foyer élevant ses 5 enfants, elle s'est lancée dans la politique pour venger la mort de son mari et a fini par accomplir un exploit impressionnant. Êtes-vous d'accord avec cette liste? Qui est selon vous la femme la plus influente de l'histoire? Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, liker et partager sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications. À très bientôt sur Masael Media, l'information au cœur de l'action.